On va continuer à parler d'IA et de tech. Cette fois-ci, Aurélie, avec la prochaine table ronde. Oui, qui vient finalement compléter un peu ce que vous venez de dire. On va essayer de comprendre si finalement la tech peut être aujourd'hui ou non un élément clé de la combinaison entre impact sociétal et impact économique. On en parle avec nos experts. Guy Mamoumani, administrateur du think tank Impact IA et qui vise à valoriser une IA responsable. Emma Le Boulico, chargée de mission numérique éco-responsable à la DGE. Daphné Marna, CEO d'Unbias, qui est une deep tech spécialisée dans l'identification et la lutte contre les biais grâce à l'IA et dans l'IA, et Marianne Thor de Bitker, directrice des affaires publiques de France Digital et conseillère au CESE. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Guy, je vais commencer par vous. On entend quand même beaucoup de négatifs sur l'IA aujourd'hui. Ça va supprimer nos emplois, c'est désastreux pour la planète. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Bon, alors déjà, j'allais dire qu'on est habitué avec ces messages dans le numérique en général, hein, quand en France en particulier, hein, on parle de numérique, on entend tout de suite déshumanisation, on entend tout de suite suppression d'emplois, et l'IA n'a fait que empirer cette situation. Il y a quand même quelque chose qu'il faut quand même considérer, c'est que c'est une vague et que ce n'est pas la peine d'essayer de l'arrêter. Donc, et c'est vraiment la mission de Impact AI, notre think tank, c'est de réfléchir à une utilisation responsable de l'IA. Et c'est en ça que tout ce qui a été dit d'ailleurs depuis ce matin est intéressant, parce que contrairement à l'idée de résister, c'est plutôt de dire, eh bien, on va accompagner ce déploiement de l'IA et du numérique, la transformation numérique en général d'ailleurs, hein, par une responsabilisation des utilisateurs qui passe par l'acculturation, l'éducation, la formation, par la conscience. Hein, il s'agit de ne pas être angélique. Tout ce qui a été dit par Monsieur Lavis de Microsoft est très intéressant. Hein, il y a des impacts négatifs de l'IA. Donc autant en prendre conscience pour pouvoir justement les adresser. Marianne, vous travaillez avec le CESE à un rapport sur la participation, avec la participation citoyenne sur l'IA, pour donner aux citoyens des clés de compréhension. Pour que l'IA soit positive, il faut d'abord qu'elle soit bien comprise. Oui, nous, donc, le Conseil économique, social et environnemental, c'est l'assemblée de la société civile et au sein qui est prévue par la Constitution. Et notre travail, c'est d'éclairer les politiques publiques sur les sujets et le gouvernement ou le Parlement. Et donc, on s'est emparé du sujet de l'IA et on a fait une commission temporaire avec de la participation citoyenne. Donc, on a 12 citoyens tirés au sort qui ont contribué à ces travaux. On est en train de rédiger là, les conclusions pour aller rendre dans le cadre du sommet de l'IA qui va avoir lieu là en février prochain. L'enjeu, quand on a décidé de prendre le sujet, effectivement, c'était qu'on ait tous compris ce que c'était que l'intelligence artificielle, assez techniquement, donc on a commencé par une formation et cette formation-là nous a permis du coup de balayer, en tout cas d'écarter des peurs naturelles qui se dégageaient quand on parle d'IA. La première peur, c'est est-ce qu'on va être remplacé, la conséquence, c'est il faut absolument réglementer. Et donc une fois qu'on a compris ce que c'était que l'IA, on a vu aussi le travail qui a pu être fait avec les citoyens. Ils ont tout de suite compris les enjeux qu'il y avait du coup sur l'IA, qui étaient en matière de transparence ou de réglementation, c'est la problématique d'avoir plus d'explicabilité sur les algorithmes, sur les jeux de données qui avaient utilisés pour entraîner des IA, et ensuite de comprendre que dans le cadre de ce développement et du déploiement de l'IA dans la société, donc dans les entreprises, dans la santé, dans l'éducation, etc. En fait, le véritable enjeu, c'était d'avoir du dialogue, que ce soit du dialogue social en entreprise, mais aussi du dialogue pour maintenir toujours la faculté des citoyens et des citoyennes à ne pas avoir peur et d'être en résistance vis-à-vis de cette technologie, ou en tout cas en connaissance de cause sur les impacts réels que ça avait sans avoir à être pris par les biais de l'IA. Daphné, vous m'avez dit en préparant cette entrevue que finalement le problème c'était pas tant l'IA que ce qu'on allait en faire. Comment est-ce qu'on peut faire pour justement que ça n'aggrave pas davantage des fractures qu'on connaît déjà, des stéréotypes également? Oui, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai créé Unbias, c'était pour utiliser l'IA pour régler des problèmes qu'on n'arrivait pas nous à régler, notamment les discriminations systémiques. Donc on a créé des algos pour aller choper justement les stéréotypes dans les corpus de texte, de communication et pouvoir faire de la mesure. On a entendu, hein, la mesure c'est important pour mesurer vos actions.
et prouver que c'est utile aussi pour les entreprises. Donc, comment on fait ? Bah oui, on forme aussi à repérer, à comprendre pourquoi dans ces modèles probabilistes, alors je parle des larges modèles de langue et puis tout ce qu'on parle maintenant, il y a ces probabilistes, donc ça va chercher des lieux communs, donc ça va aller chercher les stéréotypes. Donc une fois que tu le sais, tu les repères. Et en fait, les gens les repèrent assez facilement. Donc ça, c'est une première action. Et puis la deuxième, c'est la responsabilité de la techno. La techno, des gens de la tech, on n'est pas neutre dans les choix qu'on adresse, dans les use cases qu'on adresse, et d'aller mettre des sous dans nos développements sur ce verrou technologique, parce que les biais en sont. Il y en a d'autres aussi, mais voilà. Emma, au-delà de l'IA, si on prend la tech en général, est-ce qu'on sait si la tech peut avoir ou non un impact positif ? Est-ce que c'est mesurable ? Est-ce qu'on a des études aujourd'hui qui peuvent répondre à cette question ? Alors, on m'entend bien ? Oui, sur cette question, l'enjeu de la mesure, c'est très important pour nous, côté pouvoir public, pour pouvoir mettre en place du coup, des politiques publiques pertinentes. Et donc nous, on essaie de partir un petit peu d'un constat, donc, selon des données de l'ADEME et de l'ARCEP. Donc l'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, et l'ADEME, l'agence de l'environnement. De l'environnement, exactement. Et donc si on part du constat, en fait, qu'en France, l'empreinte environnementale du numérique, c'est à peu près 17 millions de tonnes équivalent CO2, et ça représente 2,5% des émissions de gaz à effet de serre de la France, mais aussi 20 millions de tonnes de déchets électroniques par an. Et si on part de cette empreinte, qui est en croissance de 8% par an, c'est assez difficile pour nous d'essayer de trouver une mesure exacte, mais on essaie quand même de le faire, donc en partenariat avec l'ADEME, l'ARCEP, cité précédemment, et également France Stratégie, que je n'oublie pas. Et on essaie d'avoir une approche, ce qui est très important, c'est en multicritères. Donc c'est-à-dire qu'on prend, comme tout à l'heure l'a dit Monsieur Lavis de Microsoft, une analyse en prenant en compte le stress hydrique, l'impact sur la biodiversité, la consommation carbone, mais également la notion d'extraction de métaux. Et une fois qu'on a cette approche multicritère, on essaie de la combiner avec une analyse en cycle de vie, donc en partant de la conception des produits. Donc on rejoint également les tables rondes de Back Market ce matin. De la conception des produits, donc avec l'extraction des minerais, l'utilisation de ce produit avec les émissions carbone, et on termine par la fin de vie, donc là avec le recyclage ou le réemploi de produits. Et une fois qu'on a en place cette méthodologie assez robuste avec l'analyse cycle de vie et le multicritère, on peut essayer de voir si une technologie peut avoir un impact positif ou non sur la décarbonation. Et en ce sens, il y a 2 études qui sont un petit peu structurantes sur le sujet. Donc une note de France Stratégie, qui est sortie en juillet 2024, si je ne me trompe pas, dont les conclusions en fait, ne permettent pas d'affirmer que le numérique aurait un impact positif sur l'environnement. Mais en fait, c'est vraiment une notion à prendre au cas par cas. Il y a des cas d'usage qui vont être pertinents et d'autres qui ne le seront pas. Ouais. Et c'est pour ça qu'en ce moment, l'ADEME a lancé une étude qui va être assez structurante, qui s'appelle IT for Green, dont la DGE est au comité de pilotage, et qui donnera ses conclusions fin 2025, début 2026. Donc il va falloir attendre encore un peu. Guy, si on prend l'impact sur l'environnement, par exemple, le numérique, c'est l'équivalent du secteur de l'aviation, sauf que la croissance du secteur du numérique est pour le coup exponentielle. Donc est-ce qu'il y a quand même la place possible pour une certaine sobriété ? Il faut absolument qu'il y ait une sobriété parce que je dirais qu'il y a 2 axes sur lesquels on peut agir. D'abord, en tant qu'utilisateur du numérique, il faut qu'il y ait une sobriété. Madame a donné des chiffres qui sont quand même inquiétants, puisqu'on voit que le numérique est très producteur de gaz à effet de serre. Et par conséquent, il faut agir là-dessus. Je ne sais pas, tout simplement, d'abord par une certaine éducation. Vous savez, vous avez une recherche à faire sur Internet, vous le faites sur un moteur de recherche, vous avez tant de production de gaz à effet de serre, vous le faites sur une IA quelconque, une IA générative, c'est 10 fois, 100 fois plus. Donc, savoir bien utiliser les outils que nous avons, c'est déjà le minimum que l'on puisse faire. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi toutes les questions de la conception même du numérique. Moi, je suis dans des conseils d'orientation d'écoles d'informatique et vraiment, nous avons beaucoup insisté sur l'éco-conception, par exemple. Donc, on peut aujourd'hui concevoir des logiciels qui vont produire beaucoup moins de gaz à effet de serre que s'ils avaient été faits sans éco-conception. Et puis, il y a toutes les solutions. Alors ça, c'est intéressant parce que je crois qu'il faut mettre en avant la sobriété.
Oui, mais ne pas conduire à ce que presque on pourrait appeler de la décroissance numérique, mais plutôt aller chercher des solutions qui permettent eh bien, de répondre à cette production de gaz à effet de serre, de CO2, et de façon intelligente. Hein. Moi, je vois, j'ai vu des startups, par exemple, qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire économiser de l'eau, hein, pour détecter des fuites d'eau. Enfin, il y a tout un ensemble de solutions qui sont en train d'aboutir et qui vont permettre aussi de contribuer justement au contrôle de cette pollution. Daphné, est-ce que l'intérêt économique et l'intérêt environnemental peuvent finalement se croiser sur le chemin de la frugalité ? Ouais, alors sur la frugalité, c'est plus facile que sur les biais, parce que tu as un verrou commercial, tout simplement. Donc là, on vient de sortir on passe là doucement des larges modèles de langue aux petits modèles de langue. Pour vous donner une idée, 1 million de tokens en input, c'était $15. En output, c'était $10. Et maintenant, on tombe à moins de 10 centimes pour les deux. Donc voilà, ça arrange tout le monde. Les producteurs, ceux qui les vendent, ceux qui les utilisent. Après, le sujet que ça pose, c'est que ça libère les usages. Donc oui, je ne sais pas si vous les utilisez, les IA dites génératives, mais on lâche Google de plus en plus pour aller demander des choses à Perplexity ou ChatGPT. Et en effet, c'est un coût carbone. Donc évidemment, plus vous travaillez sur la frugalité, plus vous travaillez sur libérer aussi les modèles business, c'est bien, mais du coup, ça pose d'autres questions aussi sur ce que vous libérez en termes d'usage. Ça, je peux te répondre, mais c'est vrai que du coup, nous, on s'adresse aussi à concrètement, dans la technologie, trouver des solutions. Et toute notre énergie est allée là-dessus. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est bien d'éveiller les utilisateurs, les citoyens, mais c'est aussi de la responsabilité de ceux qui conçoivent et qui se disent « Ok, là, c'est la frugalité, les biais, c'est là-dessus que je vais aller », même si le business n'est pas tout à fait prêt. Non, enfin, là, sur la frugalité, il était over-prêt. Hein. Marianne, justement, la frugalité, c'est atteignable selon vous ? Je ne sais pas, je ne sais pas du tout. En tout cas, ça peut être un objectif. En tout cas, être plus frugal, oui, ça c'est sûr que je pense que ça doit être un objectif et ça doit être la nouvelle norme. Ce que je reprends quand même sur l'environnement, sur l'empreinte environnementale de l'IA, c'est que on peut mesurer l'empreinte environnementale d'un prompt et d'une requête qui a été faite sur un outil d'IA. Là, on parle d'IA générative, mais en fait sur tous les outils d'IA. Mais il faut aussi voir que développer une intelligence artificielle, enfin mettre l'intelligence artificielle et le déployer dans une entreprise, ça suppose quand même de digitaliser tous les services et tous les produits en interne. Si on veut déployer de l'IA, il faut de la donnée. Et pour avoir une IA souveraine, en tout cas qui protège les données internes, il faut bien que ce soit bien sur vos données que c'est entraîné et que ça fonctionne dans un certain vase clos. Voilà. Donc ça suppose d'utiliser du coup davantage de cloud. Et donc c'est là où l'empreinte environnementale de l'IA, elle ne peut pas être résumée au seul cas d'usage, mais à tout l'amont. Et la vague de digitalisation, et on voit d'ailleurs que le taux d'adoption de l'IA dans les TPE, dans les PME et dans les grands groupes est tout à fait différent, même si les TPE et PME arrivent. On a des études là-dessus, on voit qu'elles ont déjà augmenté entre 2023 et 2024 leur taux d'usage de l'IA. Mais finalement, le frein principal, ça va être celui-là. Donc en fait, quand toutes les entreprises auront entièrement digitalisé leurs données, là, on aura non seulement des cas d'usage d'IA qui consomment, et donc là, c'est sûr qu'il va falloir aller sur une IA frugale, mais en plus de ça, il va falloir absorber toute l'empreinte supplémentaire numérique, pas uniquement IA, qui là risque d'être franchement plus élevée. Emma, vous avez justement, vous, travaillé avec l'AFNOR sur une norme AFNOR concernant l'IA frugale. Comment est-ce qu'on peut la définir, cette IA qui serait frugale alors ? Oui, alors ça fait parfaitement le lien en fait, parce que ce qu'on essayait de se demander en rédigeant cette AFNOR spec IA frugale, c'était comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact de l'IA sur le dimensionnement des infrastructures, donc c'est-à-dire sur les data centers et sur les réseaux télécoms. Et en fait, cette initiative du ministère de la Transition écologique permet de définir un cadre de référence, une méthodologie robuste, mais également une liste de bonnes pratiques en fait, pour essayer de définir qu'est-ce qu'une intelligence artificielle frugale ou durable, dans le sens qui aurait un moindre impact environnemental. Et pour ce faire, ils ont retenu 3 critères. Le premier étant le caractère nécessaire d'une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'un algorithme ne peut pas être remplacé par une autre technologie qui serait moins gourmande.
Le second critère est que l'ensemble de la chaîne de valeur respecte une série de bonnes pratiques identifiées donc, dans cet AFNOR-SPEC. Et enfin, le troisième critère, c'est que les enjeux et les limites planétaires ont été questionnés dans l'élaboration de cet algorithme. Donc ces enjeux sont vraiment au cœur de nos préoccupations, surtout nous dans l'équipe environnement de la Direction générale des entreprises. Mais on sent que c'est un enjeu qui est de plus en plus saisi par les pouvoirs publics et qui sera notamment au cœur dans les débats lors du sommet sur l'IA qui aura lieu en février, qui est un sommet international que la France accueille pour la première fois, donc les 10 et 11 février. Pour conclure, Guy, sur ces sujets, il y a urgence à investir pour que à la fois les technologies deviennent plus performantes, moins énergivores. Oui, on a beaucoup parlé de l'impact sur l'environnement, mais chez Impact AI, on a une vision, on va dire, plus globale au niveau de la responsabilité. Je crois qu'il est très important qu'on traite le problème de l'inclusion. On sait qu'il y a 13 millions de Français qui ne sont pas partie prenante dans la transformation numérique. Et c'est absolument, je vais dire, essentiel qu'on adresse ce problème-là. Il y a les problèmes des femmes dans l'intelligence artificielle. Vous savez qu'il n'y a que 17% de femmes qui sont dans la techno. Alors bon, je suis très heureux de voir tous ces tables rondes avec des présences féminines, en particulier celle-là. Mais enfin, il faut savoir quand même que dans la technique, il y a très peu de femmes engagées. Quand je vois l'EPITA, le SIEA, on se retrouve avec 5% de femmes. Enfin, et on ne peut pas imaginer de concevoir une IA responsable sur les billets en particulier si 50% de la population n'est pas engagée dans ces sujets-là. Et je dirais que tout cet ensemble de sujets qu'on aborde sont à traiter de façon vraiment, je vais dire, urgentissime, par des questions d'éducation en particulier, d'acculturation. Et si on ne le fait pas, eh bien justement, on n'aura pas une IA au service de l'humain, mais plutôt l'inverse, et c'est exactement ce qu'on ne veut pas. C'est une très belle conclusion pour cette table ronde. Merci à tous les quatre d'avoir partagé votre expérience avec nous ce matin. Je vous laisse redescendre.